Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle avec aujourd'hui Paul qui revient. Comment ça va ? Ça va, en pleine forme, et toi ? Oh bah ouais, moi ça va, nickel, week-end de 3 jours donc. Et Stéphane, comment ça va Stéphane ? Ça va et vous ? Bah ouais, cool. Bon, est-ce que tu vas lancer cet épisode avec la Marseillaise ? Sans trop spoiler, bien sûr, la course des MotoGP. Bah surtout, je vais commencer par saluer évidemment Nit9 qui a gagné les goodies pour cette deuxième course donc au Qatar pour cette saison 2021. Donc pour le jeu qu'on continue cette saison avec la bécannerie et donc c'est l'épisode 90 parce qu'il n'y a pas eu trop de news. C'est une période, enfin forcément début de saison c'est un petit peu calme. Donc on va passer directement aux courses parce que je pense qu'il va y avoir pas mal à dire. Et on va commencer par la course Moto3. Donc en Q1, on a Migno, Foggia, Artigas et Dupasquier qui passent en Q2. Et on a Macias, Sergio Garcia, Alcoba qui réalisent les 3 meilleurs temps. Puis Rodrigo, Suzuki et Migno. Alors c'est volontaire si je dis qui réalisent les 3 meilleurs temps parce que évidemment, qui dit Moto3 dit Aspi. Donc il y a eu quand même 7 pilotes qui vont être sanctionnés pour conduite irresponsable et qui vont partir des stands. Alors la direction de course a été bien sympa parce qu'ils leur ont même fait leur mini grille et tout, c'était assez rigolo. Bon après c'est un peu dommage parce que ça prouve que dès le début de saison ils sont obligés quand même de taper assez fort pour calmer un petit peu ce petit monde et puis on va voir comment ça va se goupiller. Donc en course donc pour nommer les 7 pilotes c'est Acosta, Fenati, Foggia, Sergio Garcia, Nepa, Honshu et Ricardo Rossi donc qui partiront des stands. Et donc le Moto3 vient de breveter la course à 2 départs donc c'était assez rigolo parce qu'il y avait le vrai départ au feu rouge et puis après t'avais le deuxième départ des 7 pilotes. Alors quand il y en a un ou deux qui partent des stands c'est assez on va dire classique, mais là quand il y en a 7 c'était vraiment un deuxième départ quoi. Ils étaient pas sur 3 lignes mais sur 2. C'était assez bizarre moi j'ai trouvé. Ça veut dire qu'en fait ils ont pas osé faire le même coup qu'ils avaient fait c'était qu'il y a Jack Miller qui était parti devant en pneu slick alors qu'il pleuvait que tout le monde devait partir des stands et par mesure de sécurité les a mis derrière à quelques longueurs. Ouais, c'était le coup de Miller, c'était un petit peu plus vicieux que ça, c'était sur des changements de pneus là, c'est vraiment des sanctions. Hein. Donc ouais, mais bon, ça veut dire que ils les ont fait partir des stands mais cette pilote ça peut être dangereux aussi à faire partir des stands. Surtout en Moto 3. Ouais. Alors surtout en Moto 3. Qu'est-ce que t'en penses Paul ? Je pense surtout que là, faire partir autant de pilotes, quand tu pars tout seul, ça va être compliqué, surtout sur un circuit comme le Qatar. Mais là, ils partent à 7 et on va voir après que ça aurait quand même bien aidé parce qu'ils ont fait le boulot et mine de rien, ça te fait un deuxième peloton, mais ça te fait un petit train à 10 secondes et puis qui va rattraper le gros train quoi. Ça, on le verra dans le déroulé de course quoi. Donc pour parler de la course, donc c'est Rodrigo Binder et Suzuki donc qui partent bien. On a Massia, Toba qui sont dans le coup. Alors chaque freinage au T1 c'est un bordel sans nom dans le sens où ils arrivent facile à être 7 ou 8 de front vu que la piste est quand même assez large donc chaque tour va amener un petit peu sa vérité quoi. Alors les partants des stands vont quand même mettre 7 à 8 tours pour revenir sur le peloton mais comme tu le disais Paul le fait qu'ils soient plusieurs ça va quand même favoriser un train assez intense pour pouvoir remonter. Alors tous ne remonteront pas hein, mais en gros les gros pilotes qui ont été pris par la patrouille ça va remonter donc en 7-8 tours. On a Tate qui va quand même sortir Artigas de manière bien dégueu et surtout après on va arriver au gros fait de course hein, c'est-à-dire que McPhee qu'on avait vu quand même de manière assez transparente, il était plutôt dans les 10-15 du groupe et il se montre en tête du peloton donc on se dit ah tiens c'est le réveil et en fait il se fait sortir dans la foulée donc ça doit être peut-être 5 ou 6 virages plus tard donc suite à un contact avec Binder,
Alcoba vient percuter aussi McPhee. Alors la chute est très spectaculaire parce qu'on se retrouve avec une moto qui est complètement à 90 degrés et qui vient percuter McPhee. Alors après en bord de piste, McPhee va légèrement s'emporter quand même, on va dire, avec un petit kick sur Alcoba. Donc il va y avoir une sanction après course. Et surtout, donc c'est Acosta donc qui à 2 tours de la fin est remonté en tête de course et va jouer le podium en étant parti des stands. Et ils sont 5, Rodrigo, Masia, Binder et Mignot pour jouer les 3 places. Et Acosta se paye le luxe donc à 16 ans de prendre le large dans le dernier tour et on le reverra pas. Et derrière ça touche très très fort dans le dernier tour. Masia va perdre une bonne place et Acosta va contenir jusqu'au bout Binder. Alors il manque peu de choses pour qu'il passe et Antonelli va prendre la 3. Et on a Mignot qui fait 4, Toba 5 et Guevara 6. Au classement du championnat, donc on a Acosta en tête avec 45 points, Binder deuxième avec 36 et Masia troisième avec 32 points. Et Lorenzo Felon est 20e sur cette course, juste devant Tate qui avait quand même réussi à repartir. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette course, Paul ? Franchement, superbe course Moto 3. C'est vraiment un spectacle à jamais manquer le Moto 3. C'est hallucinant. En fait, tu disais le T1, ils sont 7 ou 8 de front. Moi, à chaque fois, pour moi, un tour de Moto 3, c'est un premier tour de course à chaque fois. Ils passent à des endroits où c'est impossible de passer. C'est Acosta. Moi, j'ai mis Acosta marquésistique. Je pense que c'est un adjectif qui va bien lui aller parce que je me souviens de Brad Binder qui était remonté de la dernière place, qui avait remonté tout le peloton en partant dernier de la grille. Mais je crois que c'est une des premières fois où un pilote partant de la voie des stands arrive à remonter tout le monde. Et à 16 ans. Alors on avait, je sais pas ce qu'ils ont les rookies en arrivant en Moto 3. On se souvient c'était Shannon Chou qui avait gagné Valence pour sa wildcard. Là Acosta on l'a vu au premier GP. Là au deuxième il est hallucinant. Il arrive à passer. Franchement superbe course Moto 3. Beaucoup de coups de carénage par contre, ils sont très très agressifs. Là, au début, on peut se dire que c'est une touchette, mais quand on voit les 2-3 tours d'affilée dans la ligne droite des stands, où ça s'envoie maintenant carrément des coups de carénage. Masia qui passe dans l'herbe 3 fois de suite, c'est agressif. Donc c'est bien pour le spectacle. Maintenant, pour le moment, ça se passe bien. Je ne sais plus quel pilote, je crois que c'est Guevara, qui à un moment se fait toucher le frein avant en pleine ligne droite. À voir dans les prochaines courses quoi. Ouais, donc pour en revenir un petit peu au fait de course qui a impliqué McPhee et Alcoba, donc McPhee a pris une amende de 1 000 €, mais surtout il va s'élancer donc du prochain GP de la voie des stands avec 10 secondes après le départ. Et donc Alcoba aussi va être sanctionné. Il partira, je crois qu'il partira des stands parce qu'en fait on a surtout vu McPhee donc a donné un coup de pied donc quand les deux pilotes sont sortis de la piste, mais Alcoba après c'était plus à l'image sur le flux classique, mais c'est sorti aujourd'hui sur le flux de la vue d'hélicoptère et ça continue un petit peu quoi. Donc les gars ils sont tranquillous en bord de piste à chicorer alors qu'il y a des motos qui tournent, donc c'est un peu d'une part c'est pas une belle image et puis c'est un petit peu dangereux quoi, parce que s'il y en a un qui chute c'est un coup à prendre une moto dans les chevilles et c'est jamais cool quoi. C'est sûr, et puis quand on voit McPhee on peut comprendre qu'il soit déçu. Le premier GP il fait 0, deuxième GP il fait encore 0, même si à chaque fois c'est pas de sa faute. Là, c'est sa dernière saison en Moto 3. On comprend qu'il soit frustré, mais c'est sûr que il y a la télé partout. Maintenant, on le sait très bien. C'est plus des choses à faire ou à voir. Ça va être compliqué pour lui. Là, il démarre le prochain GP de la voie des stands, donc ça va encore être compliqué pour mettre des gros points. Début de saison très 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 mauvais, je dirais. Ouais, après c'est pas de chance, mais c'est la course là, typiquement le fait de course entre Alcoba et Binder. Alcoba il peut pas grand chose non plus sur le contact. Il y a Binder qui est tous les deux sont un petit peu hors trage, mais bon. J'avais voulu noter le nombre de chutes, mais quand on voit, il y a un moment, je crois que ça enchaîne, il y a une première chute, puis deux d'un coup, puis la chute Alcoba-McPhee, mais très honnêtement, quand on voit la façon dont ils ont roulé,
moi je suis épaté qu'il n'y ait pas plus de chutes. Parce que Tatei qui sort Artigas, j'ai envie de dire qu'il a fait une Artigas. C'est la copie conforme de la chute qu'entraîne Artigas le GP d'avant. Ouais. Bon, c'est, on va dire qu'ils sont jeunes et puis qu'au moins ils se bagarrent. Donc, là, ils arrivent en championnat du monde, il y a des manœuvres où on se dit ils débarquent pas du championnat du coin, quoi. La plupart ont fait la Red Bull Rookie Cup ou du CIV, à voir comment la direction de course va réussir à canaliser ça tout en regardant le spectacle, quoi. Ouais, la direction de course, là, ça va être... Enfin, on en a parlé un petit peu sur le Discord sur le week-end, parce que ça va être un petit peu compliqué quand dès le deuxième GP tu commences déjà à dégainer 7 pilotes des stands. Il y a encore un petit paquet de courses à faire, sachant que de toute façon là quand tu vois qu'un mec comme Acosta réussit à gagner une course en partant des stands, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à calmer les esprits, quoi. Et là ça va être un petit peu merdique pour gérer ça dans la saison, quoi. Totalement, d'autant que il y a un moment je regardais ses temps autour et le seul moment où il baisse dans ses temps autour, c'est quand, alors on voit pas l'action à l'image, mais quand Fenati lui passe devant et les temps autour baissent. On voit qu'ils ont du mal à remonter et ça doit durer un tour et demi avant qu'Acosta repasse devant et ramare et permette au petit train de ramarrer tout le monde. Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour canaliser tout ça, ça va être compliqué. Ouais, enfin après c'est leur boulot aussi, hein. Bon, des solutions, il y en a pas mal, hein, mais Sinon, dans les petites choses que j'ai notées aussi, encore un 0 pointé pour les pilotes Léopard. Bon, ils ont quand même pas des mauvais pilotes, hein, notamment Foggia. On chute le premier GP, là il fait partie des 7 qui s'élancent de la voie des stands et lui il n'arrive pas à remonter. Va falloir mettre les bouchées doubles parce que bon, c'est quand même une équipe qui est habituée à jouer devant. Donc, à voir. Et puis bon, Artigas là il se fait sortir. Cette fois-ci ça arrive, quoi. Après, moi je voulais reparler un petit peu d'Acosta, hein, parce que c'est quand même assez rare de voir un pilote venir de la Red Bull Rookie Cup et bon, faire un coup d'éclat comme Honshu, c'était particulier dans le sens où c'était sa wildcard, il pleuvait, il était super à l'aise ce jour-là. Enfin, il a largement survolé les débats et la saison d'après était beaucoup plus difficile pour lui. Mais là, Acosta, le mec vient de la Red Bull Rookie Cup, il a 16 ans. Sur 2 grands prix quand même, il montre qu'il est fort sur un circuit. Alors de tête, je sais plus s'il le pratique en Red Bull Rookie Cup. Hein, j'ai plus ça en tête. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que quand ça va arriver en Espagne, le gars il connaît les tracés. Et ça va devenir. Enfin, quand tu vois des rookies de ce niveau-là qui déboulent en mondial à 16 ans. Ça commence à causer dans le poste, quoi. Ah bon, on est d'accord, hein, c'était la première course, c'était une surprise. Je me suis dit tiens, un petit nouveau, il a l'air d'en vouloir, course solide en plus sur la première, et là la deuxième, pilotage ultra soigné, ça n'hésite pas, au moment la moindre brèche il y va, et le pire c'est que il est vraiment resté constant du début à la fin. Il n'y a pas eu une seule baisse de régime, même quand il est devant. Il se prend son matelas de quelques secondes d'avance et personne ne peut y aller. Je me posais la question de la gestion des pneus. Visiblement, Moto3, il s'en occupe pas trop, lui, en tout cas. Il est remonté. On a l'impression que les autres étaient à l'arrêt, quoi. Il y avait 2 divisions d'écart, quoi. C'est donc vraiment, vraiment magnifique. Donc à voir sur un prochain circuit maintenant. Mais s'ils produisent ce genre de course ou ce genre de performance toute la saison, ça va être compliqué pour les autres. Ah bah oui. Ouais. Moi je m'attendais plus à un Massia Binder. Bon, ils sont présents, hein, ils sont aux avant-postes, mais clairement à Costa, il y a des belles leçons à tirer, quoi. Tout à fait. On va passer au Moto 2. Avec Navarro, Ben Snyder, Arenas et Dixon qui passent en Q2 et c'est Loves qui partira en pole devant Rémi Gardner et Bezzecchi. On a Fernandez, Dixon et Ogura en deuxième ligne. Donc ça part pour 20 tours. Alors Bezzecchi mène devant Loves. Loves qui fait pas toujours les meilleurs départs pour profiter des pôles. Et on a Gardner et Fernandez qui suivent un petit peu le duo de tête. Et direct derrière il y a un petit trou, hein, donc ils sont 4. Et Loves prend les commandes au 3e tour. Alors peu de temps après, Gardner passe son coéquipier pour la 3e place. Les 2 pilotes Ayo passent Bezzecchi. Donc on a toujours le quatuor un petit peu
un petit peu détaché du peloton. On a Roberts qui était 5e et qui chute. Il était dans le deuxième groupe avec Ogura et Canet, entre autres. Et on a Bobier qui va chuter également. Et Luthi aussi à 8 tours de l'arrivée. On a Schroeter et Dixon qui vont chuter aussi. Et ce sera après au tour de Canet, donc qui lui jouait un top 10. Donc pas mal de chutes, on va dire assez solitaires dans l'ensemble. Et il reste 5 tours et devant Loves mène toujours. Donc l'écart est pas monstrueux mais suffisant pour pas qu'il soit inquiété. Alors seul Gardner peut à peu près suivre le train, donc on a Fernandez qui est un petit peu détaché, alors que Bezeki, lui il a pas pu vraiment suivre le trio, il est un petit peu plus détaché. Et Loves fait l'effort dans les derniers tours pour pas être inquiété. On a Gardner qui continue de rouler fort, mais ça suffira pas pour empêcher le Britannique de l'emporter. On a Fernandez qui fera 3e, Bezeki 4e, Ogura 5e et Augusto Fernandez 6e. Au classement général, donc Loves avec 2 victoires 50 points, Gardner 40 et Raoul Fernandez 27. Tu voulais nous parler de Loves, Paul? Ouais, moi je l'ai trouvé en contrôle, en total contrôle. Ouais. Une vraie course comme moi j'aime le voir en faire, parce que j'étais peiné quand il était chez Aprilia où je le voyais chuter. Et la saison dernière ça allait quand même mieux après une saison de remise en forme en Moto 2. Là, moi, je l'ai trouvé, même quand Gardner est remonté à la fin de la course, à aucun moment il a réussi à se mettre en position de pouvoir l'attaquer. Il y avait toujours la petite louche qu'il fallait, et à aucun moment je me suis dit, comme d'autres années, il va se mettre par terre. Et c'est sûr, on y croit, et au dernier moment, il va nous faire une Loves et il va aller visiter le bac. Là, du tout. Là, franchement, oui, le départ est pas bon. Parce que on voit le départ prudent, mais à la limite, il laisse passer quelques motos et dans la foulée, il arrive à remonter tout le monde tranquillement. Super course, même si on en parlera un peu après. C'était un petit peu ennuyeux à regarder, ouais. Pas beaucoup de dépassements. En niveau action, c'est une des rares fois où on voit les caméras aller s'intéresser à d'autres groupes en bagarre beaucoup plus loin, même pour des places au-delà du top 10, pour essayer de voir quelques dépassements. Souvent en Moto 2, t'as moins d'action. Ouais, c'est étonnant. Ouais, je comprends pas non plus pourquoi, dans le sens où ils ont tous la même moto quasiment, à quelques châssis différents près, mais bon, ça reste des Kalex avec un moteur Triumph pour la plupart. Et on a l'impression qu'il y a quelques équipes qui arrivent à la régler. Et une fois qu'elle est réglée, la moto, elle est devant. On voit qu'il y a 10 secondes d'écart entre le 4e et le 5e de la course. Après, les écarts s'étirent. Ça devient compliqué sur un plateau de 20 motos ou un peu plus de 20 motos quand il n'y en a que 4 qui peuvent se battre devant. Surtout quand on voit ce que ça a donné en Moto 3 et ce que ça donnera après en Moto GP. Ouais, pour compléter ce que tu dis sur Loves, il y a énormément de sérénité et t'as bien fait d'appuyer le fait que dès que Gardner a réussi à aligner pas mal de tours très très fort pour revenir même pas à hauteur mais pour revenir à 3-4 dixièmes, Loves il en remettait un petit coup et il se remettait à l'abri tout de suite quoi. Donc il y a effectivement énormément de maîtrise et de sérénité. Je sais pas s'il avait pas tout à fait la marge de sécurité qu'il a actuellement, mais là sur les 2 premières courses, c'est intéressant de le voir. Après, moi j'aime bien voir Gardner aligner aussi 2 P2 de suite, parce que c'est intéressant de voir que ça paye. Et puis Raoul Fernandez, c'est pareil, un rookie qui déboule comme ça, c'est impressionnant aussi quoi. Je pense que Ayo il connaît bien le paddock. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont un manager qui est assez réputé. On voit là la KTM un sacré duo de pilotes, quelle que soit la catégorie. Mais là, oui, Gardner, moi j'étais déjà grand fan, d'autant plus de ce qu'il faisait l'an dernier. Là, en arrivant dans ce team-là, s'ils arrivent à lui donner la régularité, au moins sur 2 courses, c'est là, ça va être un client aussi. Et Raoul Fernandez, petit prodige aussi, comme tu dis, très jeune, ça promet de belles choses. Je suis un peu plus sceptique sur Bezeki. Il fait quand même 4, mais je sais pas, je le trouvais un petit peu en dedans sur cette course quand même. Et puis je m'attendais, mais c'est le début,
Donc on va être indulgent, hein. C'est jamais que c'est avec sa deuxième course. Je m'attendais à voir peut-être un peu plus Vietti. Donc à voir dans les prochaines courses. Maintenant, voilà, c'est la Moto 2. Il faut bien qu'il s'y fasse aussi. Hein. Donc, Enfin, Bezzecchi, bon, il fait 4, hein. Enfin, il fait quand même une course, moi je la trouve honnête, et tu vois clairement que Loves est au-dessus, et les deux Ayo ont pas du mal à suivre, parce que mine de rien Gardner il est pas très loin, et Fernandez, pour un rookie, il est au contact pendant une bonne partie de la course, donc c'est très bien. Et ouais, c'est moi ce qui m'étonne, c'est la différence entre les trois qu'on mené cette course et le reste du plateau, parce que Bezzecchi il est quand même sur une moto qui est maintenant bien connue du team VR46, et ben ça a du mal à suivre, quoi. Et si lui arrive pas à suivre sur une VR46, je pense que la saison, ça va être compliqué pour les autres. Après, tous les grands prix seront pas les mêmes, je pense. Oui, c'est sûr. Après, comme on disait pour Mir sur le dernier GP, si sa plus mauvaise place c'est une 4e ou une 3e, ça va durer aussi. Lui, il est habitué aussi à mener des championnats, donc j'ai plus confiance dans Bezzecchi pour tenir l'impression d'un championnat que Loves, même si j'apprécie beaucoup le pilote. Tu vois, regarde l'an dernier, il se blesse. Ah oui, il se blesse salement, mais je sais pas si les courses allant, le championnat se poursuivant, si à la fin, quand il sera soit en position de vraiment créer l'écart ou de commencer à pouvoir penser sereinement au titre, est-ce que ça va continuer ou pas? J'ai plus confiance sur je m'attends plus à un Bezzecchi conquérant, constant, voilà, que Loves. Donc on verra dans la suite de la saison. Ouais, entre Loves et Gardner, je te rejoins un petit peu, quoi. C'est des pilotes, bon là ils sont très bons, mais ils sont pas à l'abri de faire la petite erreur qui les fera chuter. Et mine de rien, quand tu chutes et que t'as l'habitude de mettre 25 points par course, tout de suite ça se voit, quoi. C'est ça. Ouais. Après, moi, j'ai une autre déception, c'est Viré, hein. Donc, il est 9e. Ça fait un petit moment qu'il est dans la catégorie. Je trouvais qu'il y avait du progrès sur les 2-3 dernières saisons, on va dire. Et là, ça repart un petit peu dans le ventre mou, 9e à 17 secondes. Faudrait que ça joue devant. Et là, ça joue le top 10, c'est bof, quoi. Pour monter en MotoGP, je pense que ça va être mort, quoi. Ça va être compliqué, parce que quand il était chez Dynavolt, dont j'avais trouvé très très bonne saison, dans la foulée, il part chez Marc VDS, qui avait quand même sorti les champions. Je me suis dit là, ça y est, il a le team, il a l'équipe technique, ça va envoyer, il connaît la moto, parce qu'il change pas de châssis, il change rien du tout. Ça va envoyer finalement, pas du tout. Là, il arrive à intégrer une équipe qui peut quand même le propulser directement en MotoGP, hein, avec Petronas. C'est ça. Et inexistant. Je trouve, hein, c'est loin de ce qui nous a habitués. Alors est-ce que le niveau a augmenté? Est-ce que il y a quelque chose qui va pas chez lui? Il y a un palier à passer qu'il n'arrive pas à passer, hein. Enfin, moi, je le vois comme ça, parce que bon, il arrive pas à être constant dans le top 5. Et si tu veux monter en MotoGP, bon, tu le vois avec ceux qui sont montés l'année dernière, enfin les Martin, les Alex Marquez, les pilotes comme ça, même Martin, il s'est pas éternisé en Moto 2, quoi. Le gars, il est arrivé, il est monté dessus, direct, il a montré ce qu'il savait faire, et il s'est tout de suite placé à un niveau où il n'y a pas de stagnation attendue, quoi. On lui propose assez rapidement de monter en GP, quoi. Et Viré, il a du mal à passer ce cap, quoi. C'est un peu. Je pense que quand t'es bon, quoi. Enfin, c'est que t'as pas besoin d'attendre 10 saisons pour montrer ton potentiel. Si t'es en Moto 2, c'est que tu l'as mérité. Et c'est ceux qui vont être qui ont la capacité d'aller le plus vite, rapidement, de s'adapter, qui vont réussir. Quand tu stagnes de quelques années dans une discipline, c'est que t'as pas forcément le potentiel par rapport à d'autres pilotes qui sont restés très peu de temps dans Moto 2 pour monter en MotoGP. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, ce qui va pas jouer pour lui, alors ça joue pour arriver en Grand Prix, mais alors après pour monter c'est plus compliqué. Je pense aussi, c'est qu'il est espagnol, et mine de rien, des bons pilotes espagnols, il y en a quand même une tripotée. Pour passer après en catégorie reine, mine de rien, quand tu fais en plus la comparaison avec les gens de ton propre pays, ça va devenir compliqué, quoi. Ça va devenir compliqué. Là, clairement, il y a du monde qui pousse derrière.
Et il va falloir se mettre à faire la différence, sinon on va se retrouver avec sans lui jeter de cailloux, hein, on va se retrouver avec quelqu'un qui va habiller la catégorie un peu comme peut le faire un Tom Luthi. Ouais, Luthi, il a eu sa chance en GP. C'est difficile. C'est difficile. Ah bah là, oui, c'est la dégringolade. Hein. Déjà l'année dernière, c'était pas fameux, et cette année, c'est encore pire. Donc ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On va passer au MotoGP. Stéphane, à toi. Alors, vont passer en Q2 Joan Mir et Miguel Oliveira. À la suite d'une Q2 très disputée, c'est Jorge Martin sur Ducati Pramac qui est cette juge de la pole position, suivi par Johan Zarco. Fabio Quartararo, quant à lui, va s'élancer de la 5e place. La course. Alors, les pilotes Pramac réalisent un très bon départ. Jorge Martin va garder le bénéfice de sa pole position, suivi par Johan Zarco. Derrière, les pilotes Yamaha, comme à leur habitude, vont rester scotchés sur la ligne de départ et ils vont se retrouver respectivement 8e pour Fabio et 9e pour Viñales. Devant, on a une bonne surprise en voyant Alex Espargaro, auteur d'un très bon départ, qui s'est lancé de la 7e position et qui va virer à la 3e place suite au premier virage. Au fil des tours, on voit que Johan Zarco va tenter de dépasser son coéquipier, mais sans succès. On voit que Jorge Martin va quand même freiner beaucoup plus tard que Zarco. Et on voit un peu le même style d'action que la semaine dernière. Zarco avait du mal quand même en bout de ligne droite à refaire un peu son retard malgré la puissance du moteur. Derrière, on a une hiérarchie qui va commencer à se dessiner. Et Mir va partir à la chasse au Ducati, mais malheureusement pour lui, son moteur va montrer un peu ses limites en ligne droite par rapport au surpuissant moteur Ducati. Le champion en titre, Joan Mir, va connaître des fortunes diverses puisqu'il va rester coincé dans le trafic et fera pas mieux que la 7e place. Il aura droit à une petite frayeur en raison d'un contact avec Jack Miller. Bon, les officiels diront no further action. Ah on en reparlera après, je pense. Ouais. Donc à 10 tours de l'arrivée, on va voir que les pilotes Yamaha vont commencer leur remontada, puisqu'en fait ils vont commencer à doubler tous les pilotes devant eux, et à 5 tours de l'arrivée, Fabio Quartararo va être dans la roue de Johan Zarco, qu'il va doubler facilement. Et le tour d'après, Fabio va s'attaquer à Jorge Martin, le passer, et il ne quittera plus la tête de la course. Et donc derrière, on a Maverick Viñales qui va lui aussi partir à la chasse à la Ducati. Mais par contre, lui va pas réussir à se défaire de Jorge Martin et de Johan Zarco. Il va finir au pied du podium à une belle 4e place. Et c'est Johan Zarco, dans les derniers tours, qui va réussir à passer son coéquipier pour s'adjuger d'une 2e place. Et là, historique, doublé français, Fabio premier et Johan Zarco second. Donc du coup, à la fin du Grand Prix, Johan Zarco, du coup, avec cette deuxième place, prend la tête du championnat du monde, suivi par Fabio Quartararo qui a 4 points de lui à 36 points, ex aequo avec Maverick Viñales. Paul, je te laisse démarrer sur ce beau Grand Prix quand même. Grand Prix, juste magnifique. On l'a dit, un doublé français, c'est une première en catégorie reine. La dernière fois qu'on a eu 2 Français sur un podium en catégorie reine, c'était en 54. Donc, le doublé n'avait jamais eu. En 54, on avait premier, troisième. Là, course magnifique, très bien menée. J'ai trouvé que Martin était vraiment gros client, très très contrôlé, très propre. Il y a pas un moment où on s'est dit là il en met trop ou pas assez. À aucun moment on l'a vu éventuellement dériver ou faire une amorce de perte de l'avant ou de perte de l'arrière. Ça a été vraiment tout seul. Zarco solide derrière et les Yamaha, honnêtement, au début on les voit stagner aux alentours. Je crois que c'est la 7 ou 8e place. Ouais, il a fait 10 même moment, il en a 10 derniers. Je me dis tiens, ça va être compliqué. Et puis finalement, passer la mi-course, là, ça remonte pour les deux. Bon, Fabio qui gagne, magnifique. Mais ce que je note aussi, c'est Maverick Viñales qui, à l'inverse de ce qu'il nous faisait la saison dernière, et comme il a montré sur le premier GP, qui a gardé une belle constance. Il aurait peut-être même pu, je pense, avec 1 ou 2 tours de plus, sûrement aller prendre une place sur le podium. L'Aprilia qui était elle aussi surprenante. Vraiment beau boulot d'Alex Espargaro. Et puis les Suzuki, j'avoue que j'y ai cru. Quand j'ai vu qu'eux remontaient fort, j'avais
parié que Rins gagnerait. Je le voyais vraiment remonter. Et bon, ça n'a pas eu lieu, mais non, très belle course. Et puis entendre la Marseillaise avec deux Français quand on voit l'ambiance qu'ils ont mis sur le podium dans le parc fermé juste après la course, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Stéphane, qu'est-ce qu'on dit ? Donc je suis d'accord avec Paul, oui, Rory Martin a fait une course, une très belle course. On n'aurait pas dit que c'était un rookie, puisqu'il a quand même tenu la dragée haute à Johan Zarco, qui lui pour le coup a de la bouteille en MotoGP. Donc comme je l'ai dit, on voyait quand même que Zarco avait du mal à revenir sur Martin, surtout en ligne droite. Derrière aussi, moi je pensais que les Suzuki seraient revenus sur les Ducati, mais là pour le coup on voyait que pareil, en ligne droite, le moteur Ducati phénoménal. Il pulvérise tout le monde. Donc, du coup, les mecs derrière, ils ont pu rien faire, les Suzuki. Là, tout ce que tu gagnes dans les Virolo, tu le perds dans la ligne droite, hein, donc c'est. Ouais. Et là, aussi bien la semaine dernière, les Suzuki étaient bien dans la partie sinueuse. Peut-être cette semaine, je les ai trouvés moins bien, en fait. Et après, oui, les Yamaha, dommage qu'un se foire encore au départ, puisque je pense que si ils avaient pris de suite le bon wagon, je pense que ça aurait été quand même beaucoup plus facile pour Fabio et pour Viñales. Ouais, au final, ça se finit bien pour Quartararo, quoi. Mais bon, peut-être qu'il s'est pas rendu la tâche facile parce que il pointait donc 8-9. Bon, tu te dis, t'as les mecs, ils vont rester englués là, et donc Viñales, comme on le connaît, va peut-être même redescendre et se battre à la 6e place avec Valentino Rossi, tu vois. Non, il a pour le coup, il a été constant, il a réussi à revenir un peu sur le groupe de tête. Et c'est bien. Maintenant, il faut que sur les prochaines courses, il montre que c'était pas qu'un accident et qu'il est capable d'avoir un peu plus de mental pour se battre tout le temps aux avant-postes, même s'il est englué dans le ventre mou du peloton sur quelques tours. Et après Alex Espargaro, en fait, dommage aussi parce qu'il était 3e, on se dit purée, une Aprilia sur un podium. Et dommage. Mais bon, c'est là où après on peut critiquer le choix d'Aprilia d'avoir pris Savadori, parce que s'ils avaient peut-être un autre pilote qui les aiderait un peu plus dans le développement de la moto, ça aiderait peut-être en termes de réglage de se donner des datas pour avoir deux motos mieux placées. Non, moi je rejoins entièrement ce que tu dis sur le choix du deuxième pilote, parce que là, Savadori qui termine, j'ai rien contre le pilote, mais non, il est très agréable. Il termine à 38 secondes, c'est beaucoup trop loin. On peut critiquer tout ce qu'on veut, Christophe Ponson quand il était là, on savait pas d'où il venait, etc., etc. Là, le pilote arrive du Mondial Superbike, il a fait du championnat italien de Superbike. Il a fait du Moto E, si je ne dis pas de bêtises. Il commence à avoir de la bouteille, le garçon. Là, 38 secondes. À quel moment il peut aider Aprilia dans le développement de la moto en ne pouvant pas, je pense, de mon niveau de profane, mais en ne pouvant pas contraindre la moto comme le ferait un pilote un tant soit peu plus rapide. Mika Kallio pour KTM qui fait des wildcards ne terminera jamais à 38 secondes de la tête. C'est pareil pour Stefan Bradl, même si on en viendra après, mais Honda, ça n'a pas été génial sur ce GP-là. C'est un pilote qui est capable de contraindre une MotoGP, de rapporter au moins des données en étant aussi loin au chrono. Pour le moment, j'ai plus l'impression qu'Aprilia, ils crament de l'essence. Oui, ils ont de la visibilité parce qu'ils ont une deuxième moto sur le plateau. Mais ça fera plaisir à Pierre, mais il y a un Italien qui en ce moment fait du motocross et que c'est ce que je veux dire. Voilà, il y a son camping-car. Voilà, il y a un Italien qui en ce moment s'entraîne un peu en motocross. Apparemment, ça serait peut-être bien de lui faire quelques wildcards, quoi, et puis de le faire rouler un petit peu. Je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, Savadori, si c'est un pilote un peu à la Guintoli, c'est-à-dire quelqu'un qui va tester la moto, amener des développements, c'est bien, mais il faut le faire pendant des tests privés, quoi, pas en course. C'est ça. En pilote test, pourquoi pas. Voilà, test. Parce que sur le marché, t'es quand même des bons pilotes, ou voire même des petits jeunes aux dents longues qui attendent que ça, se bagarrer en MotoGP. Et donc c'est à ces gens-là qu'il faut donner une chance. Et Savadori, c'est un très bon pilote de Superbike, mais ça reste un très bon pilote de Mondial Superbike. Si tu veux, Aprilia, ils ont essayé d'aller chercher des pilotes en Moto 2 à l'intersaison, et les gars, ils viennent pas, quoi. Je pense aussi qu'ils ont vu ce que pouvait donner Après, je le voyais l'an dernier, le problème, je pense, tu montes en MotoGP pour quand même, c'est tous des pilotes, ils sont tous envie de gagner. Et je me dis que tu montes jeune en MotoGP sur une moto qui est difficile, qui n'a fait
attention, ça va être méchant, mais qui n'a pas fait de vrais résultats probants, mais qu'ils arrivent à rentrer quand même assez régulièrement en top 10 uniquement avec Alex Espargaro. Je crois que Bradley Smith n'a jamais fait top 10, si je dis pas de bêtises. Yannon, ça a dû être le cas. Mais du coup, c'est une moto qui reste difficile et une moto qui n'a jamais gagné. Quand un pilote monte du Moto 2 et récupère une Ducati, n'importe quelle moto du plateau, c'est une moto qui a déjà au moins engrangé des victoires. C'est une moto qui a déjà connu le podium. Donc, je pense que c'est plus simple de monter sur des motos comme ça en se disant je vais chez Aprilia, il y a tout le développement à faire et tout ce que je risque c'est peut-être de me rendre la tâche plus difficile pour l'avenir en terminant en fond de classement et sans possibilité d'avoir de réels résultats. Ouais, mais faire attention parce que c'est sur une bonne moto et que tu n'as pas de résultat de suite, on va dire ah bah lui il est nul, hein. Il a une super moto, il fait rien et bon on le gardera pas. Quelqu'un des fois qui va sur un team un peu moins entre parenthèses prestigieux, enfin qui fait moins de bons résultats plutôt que moins prestigieux, c'est pas le bon terme, mais et qui va développer, qui va se montrer, qui va faire quelques résultats, quelques coups d'éclat, peut-être que celui-là, il donnera peut-être plus de chance que quelqu'un qui va arriver dans un autre team. Ouais, c'est vrai que ça se défend aussi. Donc ouais, c'est compliqué la position d'Aprilia. Surtout qu'ils avaient Bradley Smith, même si je suis pas fan du pilote, ils avaient Bradley Smith sous le coude, qui lui restait quand même sur quelques saisons avec l'Aprilia. Donc là, le choix est peut-être pas très probant. C'est compliqué. Après, c'est une réflexion que je crois que j'en ai déjà parlé en épisode où j'ai l'impression qu'il n'y a pas les budgets pour mettre deux motos au même niveau technique. Hein. Moi, je pense que Savadori a pas exactement le même package qu'Aleix Espargaro. Ou alors, il a vraiment trop de mal à l'exploiter, mais enfin là, je suis agréablement surpris par Aleix Espargaro sur le début de saison, parce que moi, j'y croyais pas vraiment, et quand même au Qatar il montre au moins il se montre devant en FP, il y a des bons temps autour, là tout son début de course est quand même très très propre quoi, il réussit à tenir le rythme jusqu'à un certain point, mais et après ça lâche, mais voilà, pour il faut passer par là, c'est-à-dire que s'ils veulent progresser, il faut commencer à faire des bonnes FP, il faut commencer à être régulièrement en Q2, et en course, il faut être dans le bon wagon au début, et puis bah ça tient tant que ça tient. Si ça tient 5 tours, ça tient 5 tours, si ça tient mi-course, ça tient mi-course, mais au moins tu sais que tu peux tenir un rythme intéressant pendant un certain temps quoi. Bah, il est quand même dans le top 6 jusqu'au 15e tour, donc ouais, c'est voilà, quand même pas mal hein, avec cette moto. C'est pour ça. Totalement. Enfin, je veux dire, il est pas ridicule par rapport à d'autres pilotes qui ont des meilleures motos que lui. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que moi je trouve que cette année, il y a quand même un gros pas en avant fait par Aprilia. Est-ce qu'après c'est la combinaison toujours pareil Aprilia avec Aleix Espargaro qui connaît toujours super bien cette moto qu'il a développée, qui est un peu faite pour lui aussi. Ouais. C'est un peu le Marc Marquez de chez Aprilia, si on peut dire. Ouais. À son échelle, quoi. C'est Stéphane qui m'a dit de placer cette vanne, en fait. Ah bon? Oui. Après, bah, justement, d'où la frustration de pas savoir, en fait, si c'est, comme tu dis, est-ce que c'est Alex Espargaro, Aprilia, le circuit, etc., la moto qui est développée pour lui, ou en mettant un pilote qui était longtemps chez les Rouges, qui s'ennuie chez lui, il faut vraiment le faire venir s'il vous plaît. Il manque au paddock. Est-ce qu'en le faisant, tu vas voir, ça sert. C'est pour ça que ça sera intéressant de voir la prochaine course, donc ailleurs qu'à Doha, pour un peu si cette hiérarchie-là elle est respectée, s'il y a d'autres, ou s'il y a d'autres surprises. Tout à fait. Je voulais parler un petit peu du Ray Martin parce que justement, comme vous l'avez dit, il a fait une très belle course et surtout une fin de course où il est au contact avec Zarco et on voit qu'à un moment donné il tente quelque chose, c'est-à-dire il se met un petit peu à l'inter pour se montrer et il voit que ça passera pas, donc il se remet tout de suite derrière le pilote, derrière Zarco, et il va quand même tenter la SPI sur le dernier tour, enfin sur la ligne. Bon, ça passe pas parce que Zarco a une Ducati, mais je pense que Martin il saute n'importe quelle autre moto du plateau comme ça sur la ligne. Et ce qui m'intéressait, c'est effectivement ce qu'il a dit en conférence de presse, puisque il a expliqué ça, c'est-à-dire que il a évalué la situation et il s'est dit de toute façon tenter un truc devant ces Zarco, c'est mon coéquipier, il joue le titre, enfin il joue une place au général, donc je vais la jouer sécure.
Donc il a joué sécure, c'est très bien. C'est très bien de l'expliquer et surtout, je trouve. Info ou intox. Oh, mais moi je pense que il raconte pas d'ânerie. Je pense que Martin, attends, le mec il vient d'arriver en MotoGP, il fait sa 3e place sur sa 2e course. T'imagines le gars, il y va, il sort les deux. Je sais pas, bah après, il peut dire ça aussi parce qu'il s'est fait doubler par son coéquipier, tu sais, des fois. C'est possible. Mais enfin, moi, moi, je suis bon senior, je l'ai laissé passer, j'ai fini 3e, mais finalement, j'aurais pu quand même faire 2. Il a pas dit qu'il pouvait passer, il a dit que bon, c'était compliqué, il a pas voulu prendre le risque. Et je pense que tu vois, enfin. Après, faut chacun son décodeur aussi. Moi, ce que je décode, c'est si devant tu lui mets une Honda ou une Suzuki, il tentera le coup. Et bon, ça, on le verra dans les prochains tours. Et après, voilà, enfin, 2e course podium, pour un rookie, c'est intéressant, quoi. Enfin, et puis surtout Paul, quoi. Il a quand même mené la course, il a fait il se bagarre avec des mecs qui ont été champions du monde ou qui pouvaient être champions du monde, donc enfin, il a assuré. Hein. Et puis c'est un acharné, Jorge Martin. Moi, je pense que c'est justement une grosse preuve de maturité. Il en avait déjà quand il était dans les catégories précédentes. C'est un gars qui revient à chaque fois, qui a eu des saisons où il s'est blessé, à chaque fois il revenait, il était dangereux, il était toujours là pour le titre. Et là, comme tu dis Cyril, je pense que si on inverse les places, on met Zarco devant et Quarta là, à cette place-là, dans le dernier virage, il y va. Ouais, il tentera le coup. Voilà, là, il est, faut pas oublier que c'est la même marque. Pour Pramac, c'est énorme. Un doublé, c'est magnifique. Devant l'écurie officielle, c'est sa 2e course. Il a fait la pole. Il est sur le podium entre 0 et la 3e place. Le championnat est long. C'est jamais que la 2e course de la saison. En plus, c'est très bien expliqué. Je pense qu'il est bien dans ses bottes, bien dans sa tête, bien drivé. S'il se fait pas mal dans la saison, on va voir quelques beaux coups d'éclat encore. Donc, magnifique prestation. Et puis son style de pilotage. Qu'est-ce que c'était beau. Complètement sorti de la moto à des moments, c'est magnifique. Et comme je disais, à aucun moment on a l'impression qu'il est cata, voilà, ou qu'il force. Alors est-ce que sur cette course, c'est juste une question de moteur? Je sais pas trop, dans le sens où la Yam, il y a des moments on a l'impression qu'il lui manque une vitesse, notamment au bout de la ligne droite. Mais il y a d'autres moments avec le sinueux, ça arrive à suivre. Suzuki, malheureusement, eux, il en manque. Ça s'est vu que c'est dramatique pour eux. Et Honda, on peut pas comparer, on les a pas vus. Mais voilà, au moins Yam, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait un petit peu de boulot là-dessus. Et puis dans leur gestion, je pense dans la gestion des pneus aussi sur le sinueux, on voit qu'à partir de la mi-course, ça commence à remonter progressivement et je ne suis pas sûr quand même, il faudrait voir ce qui se dira plus tard dans la saison, je suis pas sûr quand même que les Ducati puissent en remettre beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà mis. Alors c'est pareil, quand tu regardes un petit peu les bécanes et tout ce qui se dit par les pros, les vrais pilotes, hein, pas nous, Ducati, ils amènent toujours des évolutions, des trucs hyper techniques que les autres ils amènent pas. Par exemple, le système de départ de la Ducati, en fait, ils avaient un système pour baisser l'arrière de la moto. Et ils ont dupliqué le système pour baisser la fourche aussi. C'est-à-dire que en fait, c'est pour ça qu'ils réalisent des super bons départs. Et du coup, tu dis, mais pourquoi les autres, ils ont pas fait ces systèmes-là aussi, quoi. Ils amènent rien, en fait. Il y a plus d'innovation chez Ducati, ouais. Ouais. Ou t'as l'impression comme ça en façade qu'il y a moins d'innovation ou moins de trucs techniques, ou peut-être qu'ils communiquent pas, ou. Disons que j'ai plus l'impression que les autres constructeurs sont des suiveurs ou des, entre guillemets, copieurs, avec des très gros guillemets, mais en gros ils sont toujours dans la réaction. Et Ducati, ça bosse. La moto, oui, elle a des ailerons partout, oui, elle a une drôle de tête. Le truc arrière là, tu sais, pour faire venir l'air là sous la roue, eux ils ont amené ça, ils amènent plein de trucs, et Yamaha ils amènent jamais, j'ai l'impression qu'ils amènent pas grand chose en fait par rapport aux autres.
C'est ça, donc Ouais. ça évolue vraiment dans le bon sens, je pense, pour Ducati. Après, là, on est sur un circuit qui leur convient quand même, à voir ce que ça donnera, notamment, je pense, à Assen, si je dis pas de bêtises, qui tourne code beaucoup. Ah, ça, je c'est pense plus compliqué pour la Ducati. Ouais. Voilà, là, Après, tu auras les circuits italiens avec des grandes lignes droites, ça Ouais. leur conviendra. Enfin, Ouais. peut-être en Autriche aussi, Ouais. avec des grandes lignes droites. Bon. voilà, c'est là, je pense qu'on aura aussi vraiment. J'attends aussi de voir Aragon, la très grande ligne droite au bout du circuit. Je pense que c'est là qu'on saura vraiment si Yam a bossé aussi sur son moulin, ou si c'est vraiment le fait de bien les amener en virage et de bien préparer sa sortie qui fait qu'ils arrivent quand même à tenir. Parce que quand on regarde le radar en bout de ligne droite, quand il donne les vitesses de pointe, il n'y a pas tant d'écart que ça. Donc c'est sûr, il n'y a pas un 360 et quelques à la Zarco, mais bon, et là il peut pas utiliser toute cette puissance-là en course, c'est pas possible. Mais il n'y a pas tant d'écart en km/h que ça, comparé à la Suzuki. Là, ils prennent une claque. Est-ce qu'on parle maintenant un petit peu du cas de notre cher Australien Jack Miller? Moi, je trouve que ils sont un peu touchés, voilà. Bon, ça me fait course. Toi, tu trouves qu'ils sont juste un peu Admettre. touchés? Oui, enfin. Ouais, oui. Et ils sont pas trop vus, quoi. Ah bon? En Australie, on conduit à droite, d'accord, ok, bon. Je n'ai pas réussi à voir le geste que lui fait Jack sur la ligne droite, parce qu'en plus, moi, ils m'ont fait mourir de rire. Ils y vont franchement les deux, donc c'est pousse-toi de là que je m'y mette, hein, c'est juste avant. Mir lui met un petit coup de roue, là juste après c'est pousse-toi, j'arrive. Et les deux se regardent, ils sont au taquet dans la ligne droite, poignets dans l'angle, ils arrivent à se regarder et à se faire des signes. Moi, ils m'épatent. C'est toi, c'est pas moi, pardon. Vous trouvez pas que Miller il est quand même allé un peu fort quand même? Je pense que Mir est large et je pense que Miller en fait il y va et il se dit il va couper. En gros c'est ça. Tu penses qu'il va couper? Ouais, je pense qu'il se dit je vais l'impressionner, sauf que à côté il n'est pas champion du monde pour rien, et que à un moment tu peux pas jouer à l'esbrouf sur des gars qui vont envoyer, donc ça se touche. Après à cette vitesse là ça peut faire très mal, quoi. C'est ça le problème. Moi c'est ça qui me gêne plus, c'est-à-dire que ce qui se passe quelques virages avant, c'est dans un virage, Mir il va au contact, ça touche, Miller est obligé d'écarter, Mir il fait le petit signe pour dire excuse-moi. C'est contact viril, mais après je trouve que Miller il va quand même un petit peu trop fort, quoi. Enfin, à cet endroit-là, c'est difficile de vouloir la jouer comme ça à cet endroit-là, quoi. Moi, ce qui m'épate surtout, c'est que la direction de course a sanctionné plus durement d'autres contacts. Alors que là, quand on dit il n'y aura pas d'action future, attention à ce qu'on laisse passer. Ouais, c'est ça. Parce que si une manœuvre comme ça, pas d'action future, d'accord, ça veut dire qu'on peut s'envoyer franchement dans le décor. Voilà, je pense que c'est une décision qui va faire parler, ou en tout cas pour les prochaines décisions que prendra la direction de course, on risque de leur mettre dans les dents cet exemple-là. Attendez, au Qatar, je pense que si quelqu'un avait chuté, je pense qu'ils auraient peut-être pas pris la même décision. Là, il y a eu aucune chute, il y a pas eu de dégâts, donc. Enfin, tu vois. Vraiment, les mecs. À un moment, faut aussi c'est bête, mais à un moment, faut aussi laisser les gars un peu se battre en piste, quoi. Tu vois, c'est pas non plus, les deux, on sait que c'est pas des mauvais pilotes, dans le sens où ils vont pas taper les autres pour les faire tomber absolument, tu vois. Oui, tout à fait. À voir, mais c'est vrai que là. C'est pas Paul Espargaro, peut-être que ça aurait été Espargaro, peut-être qu'ils auraient réagi différemment aussi, les commissaires de piste. Ouais, puis ça aurait été Paul Espargaro, ça aurait été la faute de Zarco. C'est aussi ça. Tu vois, typiquement, moi, ça m'a fait penser à ce qu'a pris Zarco l'an dernier, quoi. Zarco l'an dernier, il a fait un départ des stands pour moins que ça, quoi. Moi, ce qui s'est passé l'an dernier, c'est pas intentionnel. Il se passe ce qui se passe et Pépère, il part des stands, quoi. Totalement. Et là, c'est vrai. Là, va m'expliquer que c'est pas intentionnel, quoi. Parce que en Moto 3 les mecs ils étaient tombés, hein, donc ils se sont mis sur la gueule, ils se sont mis des coups de latte sur le bitume, mais là ce qui se passe en piste c'est compliqué à justifier aussi. Et moi après ça on le sait pas, hein, mais peut-être que ce sera fait aussi avant le prochain GP.
Je pense que il y en a qui se sont pris des rappels à l'ordre par la direction de course à se faire convoquer pour moins que ça aussi. Hein. Et comme tu dis, j'espère que ça va revenir dans des choses un peu plus sereines, quoi. Oui, on est d'accord qu'il y a une différence entre arriver un peu trop fort dans le virage, tu loupes ton point de freinage, bon, t'embarques le copain. Ça arrive. Là, c'est quand j'ai regardé même les images après, je comprends même pas les trajectoires des deux motos. Je comprends pas comment tu peux venir te taper à cet endroit-là. Ouais. On a l'impression que t'en as un qui fait un passage façon tour qualif et l'autre qui fait vraiment un passage façon tour course où il peut pas avoir la trage potentiellement idéale. Mais c'est vrai que là, ça tape quand même. C'est vrai quand on a vu le choc, s'il y en a un qui tombe, c'est dramatique parce que ça arrive fort derrière. Puis d'une part, ça arrive fort derrière et les gars, je pense qu'ils sont à 2,50, 2,70 quoi. Donc là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Après, bon, on va voir comment ils vont gérer. Bon, Miller, il a quand même beaucoup communiqué sur son syndrome d'éloge pour pas avoir à justifier sur ce qui s'était passé en course. Donc c'était plutôt bien noté de la part de Pierre. C'est effectivement là, il commence à avoir un petit peu mal au bras, donc bon, ça va. Mais oui, donc t'avais évoqué rapidement le point donc concernant le HRC et KTM, et on va s'attarder un petit peu sur les résultats de ces deux équipes hein, quand même, puisque le HRC place 3 motos à l'arrivée, donc 13e, 14e et 17e, et un DNF, et KTM fait 8, 15 et 19, avec Binder qui est le premier, donc à 5 secondes. Alors chez KTM, il y a quand même Oliveira qui a fait un bon début de course, et puis un petit peu comme aller chez Spargaro, ça s'écroule, mais il s'écroule un petit peu plus tôt, Oliveira. Il lâche le contact un petit peu plus tôt, mais c'est pareil, il fait un bon début de course. C'est parce qu'il fait un très bon départ aussi. Hein. Le mec, il a fait un jump incroyable. Ouais, mais il est dans le bon paquet. C'était 10 divisions d'écart, quoi. Ouais. Bon, après ça s'effiloche largement, quoi, mais c'est pour ça que c'est effiloche, parce qu'il serait parti de sa position de qualif, bon, il se serait pas effiloché, en fait. Ah, t'es gonflé, toi. C'est dur. Non, mais non, c'est pas méchant, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais bon. Parce qu'il part, il est qualifié 12e, donc finalement, il se qualifie 12, et il arrive 15, hein, je pense que c'est lui qui arrive 15. Il arrive 15, donc bon, finalement, il est à sa place, quoi. Ouais, compliqué, hein. Là, moi, j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent être, que ce soit Honda ou KTM. Là, c'est. KTM, c'est pas dû au fait qu'ils ont plus le droit de faire des tests privés, vu qu'ils ont gagné 2 ou 3 courses. Peut-être. Après, oui. Le problème aussi, c'est que la base moto, normalement, c'est la même que celle de l'an dernier, en tout cas pour la base moteur. Et j'ai pas ça va être dur, hein, mais j'ai l'impression que les autres ont travaillé et que KTM a un peu, alors je sais pas si c'est ralenti ou pas, mais en tout cas les deux pilotes de pointe connaissent déjà la moto. Donc il n'y a pas cette excuse de découvrir la machine. Quand on voit ce que fait, en plus on va aller à Portimao, quand on voit ce qu'a fait Oliveira chez Tech 3, il avait une excellente équipe. Je suis un grand fan de Tech 3 et de Guy Coulomb. Il avait une excellente équipe technique, il a fait du très bon boulot avec. Brad Binder a gagné avec. Voilà, la moto, on sait que c'était une bonne machine, et que c'est une bonne machine. Et là, qu'est-ce qui se passe cette année ? Ils sont loin. Bon, Lecuona, ok, il n'a pas roulé l'an dernier avec le Covid, donc son année de rookie, elle a été complètement tronquée. Mais là, ils ont quand même des pilotes qui savent faire. Hein. Petrucci, il fait quand même à la base, je crois qu'il est en une bonne Q2, je crois. Oui, c'est ça. Je crois qu'il est en Q2 et qu'il arrive quand même à se qualifier pour la suite. Donc du coup, c'est un bon pilote. Oliveira, Binder aussi. Là, je pense pas que ce soit les résultats que vise KTM, même si c'est un circuit qui leur convient pas. Ça va être long si on fait des résultats que sur les circuits qui conviennent à la moto, quoi. Alors après, il avait annoncé que c'est sûr que Doha c'était pas du tout leur circuit. Qu'ils allaient essayer ils avaient tous dit on va limiter les dégâts, on roule, mais bon, limite on pourrait ne pas rouler, quoi. Ouais, enfin bon. Ça va être léger pour être. Ça va être léger. Quand tu joues titre, ça va être chaud. Ah, mais il faut être bon sur toutes les pistes, je suis d'accord. Mais après, c'est pareil, il faut attendre 4-5 courses sur des tracés différents pour voir s'il y a des motos qui vont sur tous les tracés, ou les Ducati vont être meilleurs là, moins bonnes ici, encore meilleurs sur les circuits machin, grande ligne droite, pas de ligne droite. Et puis Honda, eux de leur côté, Paul Espargaro découvre la moto. Je
suis pas fan du pilote. 13, Bradle 14, le HRC, quand ils ont pas leur extraterrestre maison, C'est ça. Hein. ça a l'air d'être compliqué. Taka Nakagami, bon, Ouais, c'est chaud. c'est dur. Et Alex Marquez qui s'en colle une, il était loin pendant la course. Encore. Oui, alors j'ai du mal à dire encore dans le sens où l'an dernier il nous a surpris parce que je faisais partie de ceux qui l'avaient proprement enterré en me disant bon bah de toute façon il est au bout du bout, il aurait peut-être pas dû signer au HRC, et puis au moment où je commence à penser ça, le gars te claque des podiums. Bon. Il a son niveau maintenant là, ça a l'air d'être dur. Donc qu'est-ce qui se passe chez Honda? C'est pas des très gros communicants. Donc, on verra quand papa va rentrer à la maison au prochain Grand Prix ce que ça va donner quoi. S'il revient. Ouais, on va voir quand est-ce qu'il va revenir. Hein. Bah il va faire un check-up et puis il verra bien. Hein. Est-ce qu'on veut parler quand même un petit peu de Pramac versus Ducati? Bah vas-y. Ben t'as des Pramac donc les teams satellites qui sont devant les teams usines. Donc cette année c'est Pramac, l'année dernière on a vu quand même que Pramac était quand même pas mal de fois aussi devant le team usine. Ça fait penser un peu à la Petronas avec Quartararo qui était devant le team usine Yamaha. Mmh. Donc finalement est-ce qu'il ne vaut pas mieux être dans un team satellite? Moins de pression, moins exposé, je sais pas, des ingénieurs peut-être différents, des mécanos différents, je sais pas. Mais c'est quand même bizarre. Bah, ce serait une bonne question à poser. Hein. Ouais. Après, est-ce que la vie est mieux finalement quand t'es pas médiatiquement hyper exposé quoi, en fait. Bah, moi je te dirais non quand je vois la course de Quartararo aujourd'hui, mais c'est pas évident pour tout le monde, ça c'est sûr quoi. Non, et puis si je dis pas de bêtises, en plus ils ont tous les mêmes motos chez Ducati, ça je trouve que c'est une stratégie qui est géniale parce que comparativement à ce que fait Yamaha par exemple de donner de laisser une seule spec B sur le plateau, de donner des motos d'usine aux trois autres. Là au moins Ducati ça bosse tout le monde dans le même sens, tout le monde a la même machine, et je pense que même pour les bases de réglage ça doit énormément aider dans le sens où quand quelque chose marche, à mon avis, il doit pas falloir 107 ans à Ducati pour le proposer aux autres motos. Pour le dupliquer, ouais, c'est sûr. Et là, après, on a des gars qui sont revanchards aussi chez Pramac. Hein. Zarco, lui, quand on se souvient, sa précédente saison, là, il avait fait des étincelles chez Avintia, mais juste avant, il lâche quand même le guidon officiel KTM dans un grand avec perte et fracas. Là, il remontre qu'il est effectivement que c'était pas forcément justifié la façon dont il a été traité. Martin, moi j'aimais déjà beaucoup en Moto 3 et Moto 2, ça reste un petit prodige, et je pense que chez Pramac, dans une structure qui a l'air d'être très familiale, ça doit faire justement un peu comme chez Tech 3, tout le monde ensemble, tout le monde a bossé dans la même direction. Là, on les voyait. C'était magnifique de voir tout le monde quand il fait sa pole, de voir toutes les équipes, même des équipes du Moto 2, etc., l'attendre dans la ligne des stands pour le féliciter. Et là, quand il y a le doublé de chez Pramac, qu'on voit le patron de Pramac qui est limite en larmes et comme un enfant de voir son doublé, c'est beau à voir. Après, Miller et Bagnaia, eux, ils viennent, ils remplacent l'ancienne équipe. Je pense que la pression doit être assez compliquée pour eux quand même. Mais finalement, en fait, on s'aperçoit que Miller et Bagnaia ont quand même très mal fini leur saison dernière. Totalement. Et j'ai l'impression qu'ils restent un peu sur cette dynamique un peu moins positive que ce qu'a pu avoir Zarco. Bagnaia quand même, Parce qu'on se posait la question, Cyril, de savoir si Bagnaia finalement il avait pas signé trop tôt parce qu'en fin d'année il faisait pas des super bons résultats. Même nous on se disait est-ce que Ducati va pas se dire est-ce que j'ai misé sur le bon cheval? Là Bagnaia sur cette course-là, il fait une erreur en bout de T1 à 3 tours de l'arrivée, je crois, mais pour moi, il était dans le coup pour jouer le podium. Et là, il fait une petite erreur là où il faut pas la faire. Et bon, c'est pas de chance. Bon, il fait quand même 6ème, hein, c'est pas un résultat catastrophique, hein, mais effectivement, il fait une erreur là où Zarco et Martin n'en font pas. Et là, voilà. Après, tu vois, pour relativiser, on a quand même. Tu vois, le mec il est 6ème à 2 secondes 6 de la tête, donc c'est quand même très 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 serré à l'arrivée, et la moindre erreur, tu perds énormément de place. Et ça c'est aussi, je voulais rebondir là-dessus quand on parlait de KTM. Binder, ok, il est 8ème, c'est pas flambant quoi, mais il est qu'à 5 secondes de la tête, donc c'est au bout du compte il est pas si loin en temps,
mais en classement, c'est loin. Ouais, si je te à dis pas de l'arrivée, bêtises, sur Zarco cette est course-là, premier avec il y a un 40 record points. battu, Ouais. c'est un top 10 en 8 secondes, je crois. 8 secondes ou 8 ou 9 Le secondes, je top crois, 10, il est en quelque chose 5 comme ça. secondes 3. Hein. C'est le top 15 en 8, Ouais, 9, et en fait, c'est jamais Le arrivé. top 15 est en 8 secondes 9. Hein. Donc, C'est Ouais. voilà, C'est c'est ouf, hallucinant. Voilà, Ouais. c'est ça, en fait. C'est vrai que là, on est en train de dire qu'ils n'ont pas forcément fait une superbe place finale, alors qu'en fait, si sa plus mauvaise place de la saison, c'est une 6e, être dangereux, le garçon, parce que oui, je regardais ses temps autour quand il remontait aussi à la fin, et je le sentais dangereux aussi, le père Bagnaia. Miller, j'adore ce pilote, j'aimerais vraiment le voir devant. Et bon, c'est les Ducati, elles sont rouges. Ce serait bien qu'elles soient devant. J'aimerais bien quand même qu'ils en gagnent une, ce serait, qu'ils gagnent le championnat, ce serait vraiment sympa, parce qu'on les a pas vus devant depuis Stoner. Ça commence à faire long. Mais ouais, l'équipe officielle, je pense que pour le moment, ça se rôde tranquillement. On est qu'au 2e GP. Voilà, il y a à voir ce que ça va donner aussi. Et puis ça reste un pari sur l'avenir, parce que Bagnaia est jeune. Miller, même s'il est là depuis longtemps, il est jeune aussi. Je ne sais pas sur combien d'années court leur contrat. Je crois que c'est 2 ans pour les officiels, je crois. Je crois que Zarco a que 1 an, il me semble. Donc, du coup, à voir ce que ça va donner. Après, bon, en déception, moi j'avais noté, tant qu'on est chez les indépendants, Petronas et surtout. Voilà, je veux pas le nommer parce que ça me fait vraiment de la peine, mais là, Rossi avant-dernier. Non, Rossi, il est pas avant-dernier. Il est 16e non, sur 20. Il est 16e. Mais 16e sur 20. Ouais, bon, autant pour moi. Juste, il finit 16e, l'avant-dernier, hein, il est à 2 secondes derrière, hein, c'est pas non plus. Voilà, Ouais, c'est dur. Hein. Ah, c'est très dur. C'est très pas ce dur. qu'on attend. Surtout que là, il peut pas se cacher derrière la 2020 ou la 2021 ou ce qu'on veut, elle fonctionne pas. La 2021 sur ce circuit-là, elle fait 1 et 4. Donc là ça va être là c'est compliqué. Et puis Morbidelli, le moteur qui casse. Alors là, ça commence déjà fort. La question que je me pose, est-ce qu'ils ont le droit de lui donner un moteur de cette année, ou est-ce qu'il part sur ses moteurs scellés comme tout le monde et c'est les moteurs de l'an dernier? C'est moteurs scellés. C'est moteur scellé en début de saison, hein, donc. Souviens-toi l'année dernière, l'histoire des moteurs. Oui, les fameuses soupapes. Ouais. Donc ouais, là, Rossi, Petronas, c'est pas là qu'on les attend, surtout Rossi pour quelqu'un qui ne sait pas s'il va arrêter, et puis Morbidelli qui jouait le titre l'an dernier. Là, en même temps, pour Rossi, je veux dire, vraiment, courir pour courir, faut savoir s'arrêter, quoi. Et être à la limite sur la passerelle et puis avoir son team et s'éclater autrement. Bah ça, parce ça, que voilà, là, hein. le mec, être X fois champion du monde et finir à 16e à 15 secondes de petit jeune, c'est la 2e course. Je te trouve sévère, hein. Il y en a qui sont multiples champions du monde, qui finissent à 30 secondes à Phillip Island et qui ramènent leur gueule sur les essais des autres, hein, donc. Mais il est pas je vise espagnol, personne. Non, mais bon, après, on est d'accord. Rossi, bon, bah voilà, il a 42 ans. C'est peut-être l'année de trop. Bon, là, les 2 premiers GP sont pas bons. Je pense que tout le monde en attend mieux. Petronas les premiers, et puis bah voilà quoi. Enfin, la saison va être longue, on le sait. Je pense que ceux qui veulent un souvenir vont acheter une petite casquette de la dernière saison. Mais ouais, ça va être compliqué et c'est dommage, mais voilà quoi. C'est ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a su remettre en cause son pilotage? Et il l'a su, je pense qu'il l'a remis en cause quand Marquez est arrivé, parce qu'il a énormément évolué, j'aurais tendance à dire entre 2014 et 2015, dans ces eaux-là, 2013, 2015. Après, c'est plus compliqué, hein. Parce que là, t'as quand même l'impression que son style de pilotage, ça n'a plus rien à voir avec les mecs qui sont devant, quoi. Alors moi, je te comparerais le style de Rins et le style, tu vois, d'un Martin ou d'un Quartararo, quoi. Ça a rien à voir non plus, hein. Et c'est tout aussi performant d'un côté comme de l'autre. Ouais.
Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, parce que quand tu vois, et c'est encore plus flagrant quand tu vois Guintoli, parce j'ai l'impression que les Rins et Guintoli ont un peu le même style, c'est-à-dire très droit, et si tu veux, la tête quand même dans les courbes très sortie, et le cul pas trop. Et quand tu vois Martin et Quartararo, c'est le coude au sol, et c'est des pilotages qui sont très agressifs, dans le style Marquez, enfin, très penchés dans les virages. C'est eux qui gagnent. Avec ce style-là. Bon, Rins, il est pas ridicule. Enfin, moi, je veux bien qu'on dise Rossi, bon, effectivement, il a pas révolutionné son style, ce qui est peut-être vrai, mais ouais, le style, je trouve que c'est pas... Tant que c'est efficace avec la moto que t'as dans les pattes, ça va, quoi. Mais là, il y arrive plus. C'est... Bon, on va finir sur Quartararo, quand même, qui a fait une super course. Magnifique. Ouais. Magnifique. Là, solide. Très, très, très solide. Je suis d'accord. Il a vraiment été solide, ouais. Moi, je pensais qu'il est resté comme Maverick, là, à la 8-9e place, et qu'il avait plus bougé. Bah, finalement, non. Ils ont su trouver quand même la ressource supplémentaire pour finir la course, en tête, quoi. Bah, ils ont cramé de l'essence jusqu'à mi-course, et puis après, ils ont mis, une fois que l'essence que la moto était un peu plus légère, ça a commencé à appuyer un petit peu, et puis ça l'a fait, quoi. Alors après, est-ce qu'ils ont un peu préservé les pneus par rapport aux autres? C'est possible qu'il y a de ça, hein. Est-ce qu'il y a un peu de stratégie? Bah, il y a forcément de la stratégie. Il y a forcément une, stratégie ou philosophie de course comme tu veux, mais c'est entre guillemets départ prudent pour d'une part pas trop taper dans les pneus, et puis la moto lourde, on sait qu'elle est pas ultra rapide, et puis dès que t'as perdu un petit peu d'essence et que les pneus tu les as un petit peu ménagés, bah tu peux attaquer un peu plus, et puis tu vois où tu montes, quoi. Moi je la vois comme ça, hein, leur course. Non, totalement, et puis taille patron. Là, on est plus sur un... Là, il le disait avant le début de la saison qu'en étant d'équipe officielle, quand il était chez Petronas, il n'avait pas la pression du résultat parce que c'est aux officiels d'avoir le résultat. Bon, là, il joue un geste à la parole. Les dépassements, ils sont propres. Le pilotage, il est... Alors, ça, pour moi, c'est un compliment. Un pilotage à la Lorenzo, c'est du caviar, ça va tout seul. Il passe quand il faut passer. C'est autoritaire, mais ça reste propre. Et une fois qu'il est devant, c'est un métronome. Il est, quand on sait par où il est passé, c'est juste magnifique. Et puis il a ce sourire, on voit le côté, l'émotion qu'il dégage quand il gagne. On sent que c'est en lui. Alors tous, hein, mais lui, je trouve que c'est plus que les autres. Je trouve qu'il l'incarne un peu plus. Voilà, il l'extériorise un peu plus, de toute façon. Exactement, on sent que il vit pour ça. Et de le voir avec son sourire sur le podium, avec son équipe, ça fait vraiment quelque chose de le voir gagner. S'il peut nous en faire des comme ça tous les week-ends, je prends tous mes week-ends de congé et je reste devant ma télé. Mais je pense qu'il a dû laisser une bonne impression chez Petronas, parce que je sais pas si vous avez vu, quand il rentre pour aller au podium, tous les mecs chez Petronas étaient dehors à le féliciter, à lui taper dans la main. Je trouve ça sympa comme image. Ah bah oui, j'ai retenu cette image-là aussi, comme toi, hein. C'est quand il est dans la ligne et que t'as tous les mécanos qui sont sortis, Et t'as même le Big Boss, là, alors, j'ai mangé son nom. De chez Petronas, Razlan Razali. Voilà, merci. Qui était là en train de, sur la pitlane, en train de dire bravo et tout. Je trouve ça sympa. Ah bah oui. Belle image. Ouais, je pense que de toute façon, il a laissé de bons souvenirs là-bas, et puis de toute façon, ça reste Yamaha aussi, hein, donc après on verra ce que ça va donner sur les prochaines saisons, mais. Puis ça fait tellement plaisir de le voir sur même s'il l'avait déjà l'an dernier, mais là il a les couleurs officielles. On va être un peu chauvin, mais il est français. Il a une moto pour gagner. Il gagne, donc il concrétise vraiment ce que tout le monde attend. La première course, elle est propre. Même si il n'y a pas de podium, la première course elle est bonne, elle est solide. Et là, il a l'occasion de passer, il passe, et comme toi, Cyril, je pense que stratégiquement c'est bien joué, parce que il manque pas grand chose à son coéquipier pour suivre aussi. Donc ils ont l'air d'avoir bien travaillé. Est-ce que le départ de notre idole a fait que justement le développement va dans le sens des pilotes maintenant vraiment officiels,
Quarta et Viñales, qui ont suivi leurs directives. Ça fait que la moto leur convient. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, ça fait vraiment plaisir de le voir devant et vivement le prochain, qu'on voit s'il peut nous réitérer ça promet de très belles courses. En fait, quelque part, mais c'est quand on entend parler, il y a quelque chose qui me dérange, et même en entendant les journalistes, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, quelque part, parle de Quartararo, il va être champion du monde. Mais pourquoi pas Zarco? Bah, non, mais parce qu'en fait, à chaque fois que tout le monde parle, Fabio, il est super fort, c'est le champion du monde, il est chez les officiels, il est champion du monde. Ben, finalement, Zarco, il fait second, il est quand même leader du championnat. Il a quand même une très bonne moto, et en fait, personne dit que ça pourrait être lui le champion du monde cette année. C'est plus dans la personnalité du bonhomme. En fait, j'aurais pensé ça jusqu'à le voir, même si c'était difficile. Il a un peu brisé la bonne image, même si c'est une bonne image. Il a un peu brisé son image quand je le voyais au bout du rouleau chez KTM. Ah bah oui. Alors que là, Quartararo, par exemple, c'est quelqu'un qui a quand même communiqué. J'aime beaucoup en fait le côté Zarco. Quand je le vois, j'ai l'impression qu'il est toujours dans la retenue, qui se contrôle tout le temps, qu'il a du mal à être des fois content même quand les courses sont bonnes, alors que Quartararo, quand ça va pas, on le voit, et mais il est vraiment touché, donc je sais qu'il a travaillé là-dessus puisqu'il l'a dit dans les médias, mais voilà, c'est plus la personnalité du gars qui, pour moi en tout cas, me donne envie d'y croire. Maintenant, attention, à fond derrière Zarco aussi, si c'est lui qui gagne, très bien, allons-y. Tant qu'on peut avoir de la Marseillaise sur le podium, c'est parfait. Ouais, je voulais revenir sur Yamaha. Effectivement, les difficultés, il faut aussi voir que elles arrivent en général un petit peu plus tard dans la saison. C'est-à-dire que dès que tu commences à courir au mois de juin, qu'il commence à faire chaud, que les pistes sont chaudes et que ça court à 2 heures, en général, là, ils rentrent dans le dur. Et je peux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais c'est en général tout se passe pas trop mal jusqu'au mois de mai. Et dès qu'on arrive sur juin-juillet, là les grosses difficultés arrivent, donc j'espère que cette année ce sera un petit peu différent et forcément un petit peu mieux pour les Yamaha. Et puis quant à Zarco champion du monde, moi je dis pourquoi pas. Après c'est très difficile de juger sur les 2 premières courses. En plus c'était sur le même circuit, donc forcément la Ducati a son avantage. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il fasse des courses comme celle-là, c'est-à-dire quand il peut jouer ses coups, il les joue. Quand il faut jouer, quand il faut défendre sa place, il la défend très bien. Là, il roule sans avoir rien à se reprocher et sans devoir rien à personne, et c'est là qu'il est le meilleur. Donc, faut qu'il continue dans ce sens-là. Quartararo, pareil. Il est propre, il faut je trouve qu'il a fait 2 belles courses. Ouais, oui. Ah, magnifique. Pour partir du Qatar, lui, il a fait le boulot. Le mec, il est, il a répondu aux attentes qu'on pouvait largement. Si tu le vois reprendre et puis il termine 15 quand son coéquipier fait 4 ou 5 ou là l'épaule, il est là sur toutes les séances, ça bosse, il est solide en course, comme tu dis, 2x2. Je pense qu'il l'aurait signé dès le départ. On lui dit tu vas faire 2x2 sur 2 premières courses, pas de problème, je signe tout de suite. Il montre en tout cas que moi c'est ce que j'apprécie chez le gars, c'est qu'il montre que voilà, il y a eu la partie KTM, j'ai galéré l'an dernier pour revenir, j'ai été chez Afintia, j'ai récupéré mon guidon et là maintenant voilà, j'ai mon matériel. Pramac, très très bonne équipe. Maintenant on va montrer ce qu'on sait faire et la preuve en est, comme tu dis, il a le matériel de toute façon pour y aller. Donc il n'a pas le statut d'officiel. En plus, il a pas la pression. Voilà, mais il a le même matos, c'est une excellente équipe. Bon, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine et on va demander, on va dire aux auditeurs s'ils veulent nous suivre donc sur le channel Discord. Donc on discute un petit peu de ce qui se passe entre les courses, pendant les courses aussi, ça discute un petit peu. Et vous pouvez aussi nous suivre donc sur le Twitter CQEP_pod et il y a aussi la page Facebook mais qui est un petit peu moins active, mais ça vous permet de suivre quand même les sorties d'épisodes. Donc ça c'est le plus important. On est aussi sur Deezer et Spotify et
n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires donc sur Apple Podcast et Podcast Addict en fonction de votre de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On se retrouve dans 2 semaines maintenant pour le Grand Prix du Portugal, donc l'arrivée en Europe. C'est pareil, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc l'année dernière, Oliveira avait quand même largement dominé le plateau, donc c'est un circuit qui est très beau. Je pense que personne ne me contredira là-dessus. Oh, ça va être un des plus beaux de la saison, si ce n'est le plus beau. Et moi, c'est un dessous que je préfère avec Philippe Island. Ça va être magique. Bon. Stéphane, tu vas être devant la télé aussi ? Cadre très bucolique, très beau circuit, je serai devant la télé. Bon, mais sur ce, merci beaucoup. Ciao, ciao, Merci ciao. à vous. Ciao, ciao, ciao. Ciao.